poème sur le choc que j'ai eu quand Sylvie m'a téléphoné pour me dire que Bernard était décédé. Et je pense encore à lui avec beaucoup d'émotion et d'amitié. Avant de vous présenter ce livre, je voudrais évoquer ce qu'il a été pour moi. En fait, je le connaissais depuis un certain nombre d'années parce qu'il était l'époux de Sylvie, qui est psychanalyste comme moi. Et nous nous étions rencontrés à un dîner il y a pas mal de temps, longtemps, chez une amie psychanalyste qui est décédée aujourd'hui. Et nous avions eu un bel échange sur l'Espagne, puisqu'il était un très grand hispaniste, et que moi je suis de parents espagnols en grande partie. Donc nous avions eu un terrain d'échange magnifique. Puis je l'avais un peu perdu de vue, je le rencontrais de temps en temps, jusqu'au jour où, il y a à peu près 10 ans, il y a eu une réception chez Chan, le libraire Chan, pour la première publication du livre qui est republié aujourd'hui par Dominique Sierra. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là chez Chan, et moi j'étais dans la foule, et je ne sais pas ce qui m'a pris à la fin de cette rencontre. Je me suis glissé dans la foule et je suis allé voir Bernard, qui était en train de discuter avec tout le monde. Je lui ai dit: Bernard, est-ce que vous accepteriez que je vous envoie un manuscrit? Il était étonné, surpris. Il m'a dit: bah oui, bien sûr. Donc je lui ai envoyé un manuscrit de poème qui traînait, dont je n'étais pas sûr. Je voulais avoir l'avis de quelqu'un. Et quelques jours après, il m'a répondu une lettre adorable en me disant qu'il aimait beaucoup ces poèmes, qu'il faudrait les publier et qu'il me conseillait donc de les présenter à La Tête en l'envers, Dominique Sierra, son éditrice, jeune éditrice, puisque la maison d'édition avait commencé depuis très peu de temps. Oui. Les choses se sont faites comme ça, mais j'ai été plus exigeant encore, puisqu'un jour je lui ai téléphoné en lui disant: Bernard, j'aimerais beaucoup retravailler ce manuscrit avec vous avant de le confier à Dominique. J'étais très peu sûr de moi à cette époque-là. Et puis, ce qui est admirable, c'est que cet homme plus âgé que moi, ce grand professeur que je connaissais peu finalement, un jour a sonné chez moi et nous avons passé une après-midi entière à revoir tout ce recueil. Donc, comme ça, s'est créé une amitié. J'en suis ému d'en parler parce que ça reste très présent. Et j'ai eu le toupet de lui demander de faire une préface à ce recueil. Il m'a dit tout de suite: pas de problème. Et il a écrit une très belle préface pour ce premier recueil de poèmes qui s'appelait non. Frontières de sable. Ah non, pardon. C'était Frontières de sable. Frontières de sable. Frontières de sable. Bon, voilà. Et ça, c'est pour vous expliquer l'histoire. Et quelques années, je crois que 1 ou 2 ans après, je ne me souviens plus très bien, il m'a demandé, à mon tour, à moi, qui n'était rien, enfin, alors qu'il aurait pu le demander à plein de monde, il m'a demandé de préfacer un de ses livres. C'était un recueil. Et c'était un très grand honneur, bien sûr, et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Voilà, ça c'est simplement pour vous dire la dette que j'ai envers lui, l'affection que je lui porte, et le plaisir donc que j'ai à parler aujourd'hui, à dire quelques mots sur ce livre qui est très beau et qui vient d'être édité. Donc voici ce que j'ai écrit sur Ivre de l'horizon.
j'ai lu, relu les vers mystérieux de Jorge Guillén que Bernard Cessé a choisi comme exergue de son livre Ivre de l'horizon, me demandant pourquoi il en faisait le sceau de son secret intime, peut-être le plus caché dans toute sa poésie. Les voici, en espagnol: Ser nada más y basta, es la absoluta dicha, con la esencia en silencio, tanto se identifica. Voici la traduction que j'en propose après m'être longuement interrogé, car ce sont des vers assez énigmatiques. Être, rien de plus, c'est tout. Tel est le bonheur absolu, si bien identifié en silence à l'essence. Ce qui revient à dire, si je ne me trompe, que la joie de vivre se confond avec notre essence, cela même qui fait notre être le plus profond. Nul autre mystère n'est plus essentiel que cette joie d'être au monde, nul autre chant mieux accordé à ce bonheur absolu. Cela est dit sous forme d'énigme, comme pour ne pas en déflorer l'intensité et la grâce, sous l'ombre de l'arcane si cher au poète que je veux célébrer aujourd'hui. Ivre de l'horizon, titre qui découvre son exultation, ivresse de vivre, de la naissance à cet ailleurs inconnu, l'horizon, où le cœur souhaite se perdre pour que s'accomplisse l'élan de joie qui est son essence et son être. De tout cela, jamais le voile n'est levé, tant la pudeur est extrême de ce familier des mystiques dont la modestie jamais ne s'est démentie. Le secret est sa marque, et ce n'est pas étonnant qu'il ait été, dès son origine, un des plus grands collaborateurs de la revue Sigilla, qui, elle aussi, s'abrite sous l'énigme du secret ou du mi-dire, comme aiment à le décrire les psychanalystes. Car Bernard Cessé n'ignorait rien de cette science freudienne où jamais la vérité ne sort nue de son puits, où le verbe ne cesse de poursuivre à travers les arcanes de la parole et du silence le mystère de son être au monde, les raisons de ses tourments et de sa félicité. Il était trop soucieux des dérobats de l'inconscient pour en brutaliser la démarche. Je le cite: « Je suis le secret qui t'acclame, l'énigme qui te frôle en vain. » C'est ce qu'il a écrit dans Le Clandestin, poème qui exprime si bien sa quête d'un horizon qui toujours se dérobe, qu'on ne peut que frôler. Surtout quand on a conscience de ne jamais savoir arrêter la course, car d'un mot à l'autre, je ne suis plus le même, comme il aimait le répéter, attachant à ce vers du poème La Source une importance primordiale jamais démentie. Le poète, le vrai, celui qu'était Bernard, est un être en perpétuel mouvement, tendu vers un horizon qu'il ignore, mais qui l'attire, comme l'aimant la limaille. Et tel, il apparaît à travers ses poèmes, dont les sujets diffèrent sans que jamais ne change l'attraction bouleversante de qui pouvait écrire « Je ne suis rien, je suis un autre ». Tel est bien le destin de la limaille, qui n'est rien, tant qu'elle ne s'avère pas être autre en fin de course, au moment de rejoindre cet horizon qui l'attire.
La joie qu'évoquait Guyenne est celle de ce mouvement qui ne sert de s'émerveiller, de transiter du non-être à l'être, du nada des mystiques à l'éclosion de ce qu'ils portent en soi. Nous avions parlé ensemble de la difficulté de traduire ce mot nada, que le rien français mutile et réduit comme un coup de fouet. Nada, en espagnol, ouvre des ondes qui se déploient vers l'horizon inatteignable. Peut-être est-ce sa proximité avec le nada de l'espagnol qui veut dire nage, effort pour traverser la vague, tension vers un but qui s'éloigne sans fin. Poète du silence, de la réserve et de la joie, Bernard Cessay ne pouvait être que le chantre de l'amour, ce feu dévorant qui nous tient debout et nous ravive quand nous défaillons pour accorder notre être à l'horizon qui s'enflamme. Je le cite dans ce poème intitulé si justement à demi-mot. Un ciel de pierre où les mots sont la voix du silence, meurtri de soif ou de splendeur, ou seulement de la rumeur d'une présence ou son absence. Soif ou splendeur, présence ou absence, les mots, voix du silence, signifiant majeur qui scintille ou frissonne à travers toute l'œuvre de ce grand poète. La tension est si grande, si grand aussi le silence qui la protège, dans cette marche qui oscille d'une présence à son absence. Qui pourra étouffer cette voix fiévreuse, hantée par l'énigme d'être mort et la quête à secret toujours dérobé. Énigme et secret, le second surtout, font partie du vocabulaire le plus insistant du poète. Qui dit énigme se méfie de toute réponse, mais qui parle de secret se heurte à une pierre dure et fermée qui refuse d'être brisée. On n'est pas impunément le grand traducteur de Jean de la Croix et de tant d'autres mystiques sans participer d'une façon ou d'une autre à leur quête amoureuse, toujours insatisfaite. Je ne veux pas tirer Bernard Cessay où il refuserait d'aller. Mais je reconnais en lui un prophète, un poète. Le lapsus est très beau. Je retiens le lapsus, je trouve beau. Je reconnais en lui un poète profondément métaphysicien. Et c'est lui qui, bien souvent, m'a fait battre le cœur. De jour en jour, de saison en saison, les lettres écorchées des constellations prenaient le large, écrit-il dans le poème Jour de personne. Et dans cet autre, qui a pour titre Quatrième dimension, il insiste. Les mots qui s'esquivent, à perte de vue, s'en vont rechercher leur âme perdue. Ainsi avance, dans la nuit obscure qui cherche sa lumière, le poète soumis aux lois inconscientes du langage, qui se sait porter et transformer sans fin par lui, mais toujours en quête de son âme perdue. Bernard Cessay ne clôture rien, ne donne aucune réponse définitive, laisse au grand hôte son silence et sa nuit, mais il sait que là où était l'obscur s'ouvre
la voix captive, comme il est dit dans le poème Muraille du silence. À l'exemple de Jean de la Croix, du fond de sa géole, le poète cherche les mots avides de lumière, ivre de l'horizon, cet horizon qui n'est pas fermeture, mais ligne indécise qui sépare les mondes du visible et de l'invisible. Écoutez-le à nouveau, si familier des excès et de l'insuffisance du langage dans ces vers du poème Le souvenir. Nous étions dans le vent, dans l'ombre ou la lumière, mais tout était de trop, même ces mots furtifs qui s'accrochent en vain au sourire des choses. Jeu de l'absence et de la présence, de ce qui se donne et fuit, les alternances inquiètes succèdent sans fin. Ici, jamais parole ne s'avoue vaincue par le silence, jamais silence n'absorbe sans lui restituer une force nouvelle, la parole qui toujours questionne et voyage. Aucun jardin, malgré ses fleurs, ne peut se refermer sur lui-même, comme il est dit dans le poème Prisonnier du regard. Mais ce jardin, ces arbres et ces fleurs, où j'avais mes raisons, non de cueillir les roses, mais d'y recueillir l'ombre, j'y puise mes secrets. Que savons-nous de ces secrets, sinon leur parenthèse toujours refermée, pour que l'attente rejaillisse comme la source du rocher ou la braise de ses cendres. La course jamais ne s'achève, tout recommence inlassablement. Poème après poème, le poète poursuit sa quête émerveillée de n'être jamais comblé. Rien n'y fait, mon cher Bernard, vous resterez pour moi jusqu'à la fin, comme tant de vos mystiques, une planète perdue dans l'humanité, dans l'immensité des mondes, amoureuse pour toujours d'une étoile, tour à tour, lumineuse et cachée, qui l'attire, l'éclaire, la fait vivre. Qu'on me permette d'évoquer pour conclure ce joli signe lumineux que Sylvie Cessé-Léger, son épouse, m'a rapporté après les obsèques de Bernard. L'église était froide en ce jour de novembre, il y a à peu près 3 ans, où soudain a surgi, venu de nulle part, un papillon joyeux qui voltigeait du cercueil à la chasuble de l'officiant. Oubliez la visite d'un ange si vous n'y croyez pas, mais retenez celle du duende, fantasque, lutin capricieux, si cher à Federico Lorca et à Bernard Cessé, l'âme de la poésie, venu ce jour-là lui rendre hommage. Merci.